Allez, nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle de l'Europe qui veut son plan, un plan pour réduire sa dépendance aux métaux stratégiques, aux matières premières critiques. Bonjour Benjamin. Bonjour David. C'est intéressant parce qu'on a comme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui nous dit, c'est en septembre, mais les propos sont sans embâche et d'une grande clarté, le lithium et les terres rares seront bientôt plus importants encore que le pétrole et le gaz. Ouais. Et là, on se dit, il y a enfin, nous ça fait longtemps qu'on parle des métaux, enfin longtemps, plusieurs années qu'on parle du caractère stratégique des métaux critiques. Là, on a une prise de conscience à l'échelle européenne avec un plan qui va arriver, d'ailleurs le Critical Raw Material Act. Exactement, avec un plan, il y aura sûrement des moyens. Il y a eu en France le rapport Varin, encore une fois, Philippe Varin, ancien président de PSA. Tout à fait. Sur le sujet, il y a une prise de conscience, on y est là. Alors il y a la prise de conscience, il faut être honnête. La prise de conscience existe depuis un moment, puisqu'il y a une liste de métaux critiques qui existe depuis 2011. Mais on avait, je pense, très peu de métaux d'abord sur cette liste, et puis pas pris conscience de l'ampleur de l'enjeu. Si on reprend le rapport Varin, une des phrases, pour moi, choc de ce rapport, qui, rappelons-le, n'a pas été publié parce qu'il a été jugé trop sensible. Ouais. Mais une des phrases qui a été prononcée par Philippe Varin lors de son audition à l'Assemblée nationale, c'est « L'Europe a une dépendance à son approvisionnement en métaux critiques de la transition énergétique de 70% et la France, une dépendance de 100%. » Donc, on a une accumulation de rapports qui ont enfin fait prendre conscience à l'Europe de l'urgence et, comme vous le disiez, du fait que les métaux étaient le nouvel or noir. Parce qu'il n'y a pas de transition, il faut le rappeler, pardon, mais qu'il n'y a pas de transition énergétique, il n'y a pas d'éoliennes, de solaire, de batteries électriques pour des voitures électriques, sans lithium, graphite, cobalt, terres rares, tout ce qu'on nickel, cuivre pour des métaux plus classiques. D'ailleurs, c'est une surprise qu'on peut avoir sur cette liste de métaux critiques. Ne figure pas le cuivre et le nickel, alors que ces métaux figurent sur la liste de métaux critiques des États-Unis. Ça, c'est une question aussi qu'il faut qu'on se pose, parce qu'on a commencé à avoir une prise de conscience, mais sur ce point-là, par exemple, l'approche qu'on va avoir va être extrêmement structurante et extrêmement fondamentale pour la suite, parce que si aujourd'hui on considère que ces métaux ne sont pas stratégiques, alors que les États-Unis le considèrent, eh bien les États-Unis vont mettre en place une diplomatie des métaux sur ces deux métaux que nous n'allons pas faire, et on va être un peu à la traîne, et donc on risque peut-être d'arriver trop tard. Ouais, ça s'appelle une diplomatie minérale. Oui, une diplomatie minérale, je pense qu'il faut bien comprendre qu'on a passé 50 ans à bâtir une diplomatie autour principalement, soyons honnêtes, de nos besoins en hydrocarbures. Ouais. Et donc on développé des relations avec des pays, les pays du Moyen-Orient notamment, qui sont des gros producteurs de pétrole. Et on s'est rendu compte à l'occasion de la guerre en Ukraine que tous ces partenaires n'étaient pas forcément fiables, qu'il pouvait y avoir des problématiques géopolitiques plus grandes, et donc il fallait diversifier nos relations. Et puis, aujourd'hui, il faut transformer cette diplomatie du pétrole en une diplomatie minérale, parce que les pays producteurs de métaux, ce sont le Chili pour le cuivre, la République démocratique du Congo pour le cobalt, et puis la Chine omniprésente côté consommation. La Chine consomme plus de 50% de tous les métaux de la planète. Et la Chine est également responsable de la production directe ou indirecte, quand je dis directe ou indirecte, soit la production minière, soit le raffinage, de 40 à 70% de la plupart des métaux. Ouais. Quand vous extrayez un métal d'une mine, il est impur, il y a un certain nombre d'impuretés dedans, et vous êtes obligé de le purifier. Pour ça, il faut faire un travail de raffinage. Et la Chine s'est imposée dans ce secteur-là depuis plusieurs années. D'ici 2030, les besoins en métaux stratégiques vont être multipliés par 5, 10, 15, 20. J'ai le chiffre de 18 pour le lithium. Ouais, c'est ce que nous a dit récemment, je crois que c'était Thierry Breton, de la Commission européenne. On se dit quoi? Il y aura le Critical Raw Material Act en 2023. On s'en réjouit ou on se dit que déjà c'est un peu tard puisque d'autres sont partis avant nous dans cette diplomatie? Alors il y a deux choses. D'abord, effectivement, d'autres sont partis avant nous, notamment la Chine, qui a eu une chance, je dirais, c'est qu'au début des années 2000, ils ont connu l'émergence d'une classe moyenne de, excusez du peu, 300 millions d'habitants. Et donc ils ont eu des besoins en infrastructure qui leur ont fait réaliser l'importance de ces métaux stratégiques et de ces métaux critiques pour l'avenir. Et puis l'autre chose, c'est que il va falloir qu'on mette à un moment en adéquation nos paroles et nos actes. Si on reprend l'exemple de ce Critical Raw Material Act, il a pour but notamment de développer une filière minérale en Europe avec des investissements dans le secteur minier, dans le secteur du raffinage. Mais en parallèle de ça, on connaît actuellement une crise énergétique absolument terrible en Europe, et
pour produire, pour raffiner un certain nombre de métaux, il faut beaucoup d'électricité. C'est le cas par exemple de l'aluminium. Pour produire une tonne d'aluminium, il faut à peu près 15 MWh d'énergie. Quand on a eu le pic de la crise énergétique en Europe, le mégawattheure d'électricité est monté à 1 000 €. Ce qui veut dire que produire une tonne d'aluminium vous coûte 15 000 €. Or, aujourd'hui, une tonne d'aluminium sur le marché international, ça se vend 2 300 $. Voilà. Donc on a Alcoa, on a Glencore, on a ArcelorMittal en Europe qui ont fermé des capacités de production. Et l'État a dit on va faire quelque chose, mais ils sont arrivés trop tard. Une fois que ces capacités sont fermées, il faut des mois pour les rouvrir, des dizaines de millions de dollars, et donc très souvent, ces capacités ne rouvrent pas. Donc le message, c'est qu'il y a urgence. On est d'un côté en train de dire qu'il faut qu'on développe ces activités, et de l'autre côté, ces activités se meurent, et on ne fait rien pour les aider. Alors, depuis, on a pris des mesures. Du fait du prix de l'énergie. Exactement. Qui rend en fait les productions non rentables. Exactement, qui rend les productions non rentables sur ces métaux, qui rend également les projets plus chers pour les projets ENR, parce qu'il faut de l'énergie pour produire les éoliennes, il faut de l'énergie pour produire les panneaux solaires. Donc on appuie à la fois sur l'accélérateur et le frein en même temps. Exactement, voilà. Et donc il faut qu'on ait une attitude claire et qu'on n'appuie plus que sur l'accélérateur et qu'on accélère sur la transition énergétique, qui sera aussi un moyen de se sortir de cette crise. De cette crise énergétique. Rappelons que l'Agence internationale de l'énergie vient de sortir un nouveau rapport en disant que cette année est une année difficile, l'hiver est difficile à passer, mais on a eu la chance, avant l'hiver, de pouvoir reconstituer nos stocks. Pour 2023, on n'aura pas le temps de reconstituer nos stocks puisque les flux en provenance de Russie sont interrompus et le gaz naturel liquéfié ne suffira pas. Donc pour l'hiver prochain, ça va être extrêmement compliqué, plus compliqué que cette année. Donc il faut accélérer la transition énergétique, mais il faut aussi avoir conscience que pour l'année prochaine, ça sera trop court, et donc il va falloir aussi beaucoup accélérer sur la sobriété énergétique. Ouais, on en parle un petit peu moins, même s'il y a eu un plan dévoilé par le gouvernement qui n'est pas incitatif, voilà, qui n'est pas contraignant. Mais ce n'est pas le sujet, enfin, c'est un bout du sujet. Et en même temps, on se dit, Benjamin Louvet, qu'il y a ce début de reprise d'activité minière sur le sol européen, notamment en France. On a vu Imerys qui a communiqué là-dessus, il y a ça quelques jours, un projet gigantesque d'extraction de lithium en France pour produire 700 000 batteries électriques par an à terme, je crois que c'est 2026 ou 27. 27, voilà. Et là, on se dit que tout ça est bon pour notre souveraineté énergétique, parce que c'est ça le sujet. C'est comment est-ce que, si avant on était dépendant du pétrole, si maintenant on est dépendant de la même façon sur les métaux stratégiques, on a juste déplacé le problème. Tout à fait. Alors c'est bon, mais il faut s'en réjouir, mais il faut rester objectif. Cette mine, d'abord, elle n'est pas encore complètement actée, hein, il va falloir que ça soit finalisé, mais elle bénéficie d'une situation un peu spéciale. D'abord, c'est une mine qui existe déjà, donc il y a moins de problèmes avec les riverains, puisque c'est aujourd'hui une mine de kaolin, et le lithium se trouve sous la mine de kaolin. Donc déjà, c'est un moindre problème, parce qu'on n'a pas besoin de convaincre les riverains de la bonne utilité d'ouvrir une mine. Mais c'est pas pour ça que les associations écologistes ne vont pas s'opposer. C'est une bonne nouvelle aussi parce que ça va permettre de construire à peu près 700 000 batteries de véhicules électriques par an. Mais 700 000 batteries par an, ça fait 5% du nombre de batteries nécessaires si on veut faire l'ensemble du parc européen en électrique. Donc c'est un début. Pour la France. Pourquoi regarder l'Europe? Pour la France, parce qu'on est en Europe, oui, David. Mais si on regarde au niveau de la France, effectivement, c'est quand même beaucoup mieux, c'est à peu près un tiers, effectivement, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il va aussi falloir régler des problèmes environnementaux, parce que extraire des métaux... Ça consomme beaucoup d'eau. Ça consomme beaucoup d'eau. Ça consomme surtout beaucoup d'énergie, parce qu'après, il y a différents types de lithium, sans rentrer dans le détail, et le lithium qu'on a là, c'est du lithium roche, et ce lithium roche consomme aussi beaucoup d'énergie, parce qu'il faut broyer la roche avant d'extraire le métal. Ça pose des problèmes de pollution aussi par les poussières, mais là, Imerys nous dit on va faire les opérations sous terre pour essayer de limiter ça. Ça pose aussi un problème de savoir ce qu'on va faire des déchets. Et là, pour l'instant, on n'a pas de réponse de la part claire de la part d'Imerys. Parce que dans une mine, quand vous retirez une tonne de minerai, vous avez grosso modo, si vous avez de la chance, entre 1 et 2% de ce que vous retirez, qui est le métal que vous recherchez. Donc, à la fin, une fois que vous avez retiré ça, le reste, c'est du déchet. Donc, il faut le stocker. Et donc, ça pose des problèmes aussi en termes environnemental. Mais on a au moins l'avantage de ne pas avoir ce problème d'empreinte environnementale parce que la mine existe déjà et donc ça limite. Ça ne sera pas le cas partout en Europe. Ça ne sera pas le cas partout en Europe. On le voit, il y a eu un projet en Serbie qui a échoué, un très gros projet qui a échoué à cause de l'opposition des riverains.
En France, vous avez des mines de lithium, enfin des gisements de lithium en Bretagne, mais dans des zones qui sont naturelles, qui sont protégées, et donc il y a une forte opposition. Au Portugal, il y a un projet qui est en cours, qui rencontre une très forte opposition des associations environnementales. Mais à juste titre aussi, c'est loin d'être gagné. Titre aussi, puisqu'on voit bien qu'il y a des questions de consommation d'eau, de consommation d'énergie, de déchets. Il y a des vrais sujets pour Il y a des sujets aussi au niveau de la pollution, parce que produire ces métaux émet aussi du CO2. Mais à un moment, David, il faut quand même qu'on ait en tête qu'aujourd'hui, ça c'est ma conviction, on est à l'heure des choix. Il n'y a pas de solution simple, d'accord ? Sinon on l'aurait trouvé depuis longtemps. Et il n'y a pas de solution parfaite. Il faut faire des choix. On a estimé que notre premier problème, c'était les émissions de CO2. Aujourd'hui, les carburants fossiles sont responsables de 70% des émissions de CO2. La totalité de l'extraction de métaux dans le monde, de l'extraction jusqu'à l'utilisation, ce qu'on appelle le scope 1, 2 et 3, c'est 11% des émissions de CO2 de la planète. Il n'y a pas photo. Et avec ça, on peut supprimer les 70% liés aux énergies fossiles. On est sûr sur les 11%? Oui, il y a une répartition qui est faite, une analyse en cycle de vie, on arrive à 11%. Je peux même vous dire que sur ces 11%, il y en a 70% qui sont liés à la production d'acier et 20% qui sont liés à la production d'aluminium. Et donc, on est en train d'essayer de travailler sur la décarbonation de la production de l'acier et de l'aluminium en utilisant de l'hydrogène plutôt que d'utiliser du charbon. Donc, il n'y a pas de débat en matière de... Donc, pour moi, il n'y a pas de débat en termes de CO2. Oui. Effectivement, il y a des problèmes en termes d'empreinte environnementale, en termes de déchets, en termes de consommation d'eau. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une solution parfaite. Mais si notre première priorité pour garder une planète vivable, c'est de diminuer les émissions de CO2, les métaux et donc les énergies renouvelables et la transition énergétique sont une solution qui n'est pas parfaite, mais qui est la meilleure solution qu'on ait aujourd'hui pour pouvoir continuer à produire de l'énergie dans de bonnes conditions. Allez, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Benjamin Louvet. Merci, David. Ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.